Bon, maintenant, on va attaquer une partie plus méthodologique, quoi, ou de méthode, qui est la gestion des ressources. Donc, dans la gestion des ressources, la première chose, donc je remets une couche, c'est l'externationnalisation des chaînes de caractères. Donc, aucune chaîne de caractères en dur dans votre code, vous les mettez toutes dans des fichiers XML. Et après, l'internationalisation au travers de la création de dossiers value la locale sur laquelle vous voulez spécifier vos chaînes de caractères. Ça, voilà, Là, dans ce slide, je vais juste vous présenter, parce que c'était sympa d'avoir une chaîne de caractères, mais ça ne couvrait pas tous les besoins. Donc là, quand même, sur les fichiers de chaîne de caractères, ils ont en plus, les développeurs du SDK ont en plus eu la bonne idée de mettre en place plusieurs types de chaînes de caractères. La première, c'est les chaînes de caractères avec des paramètres. Donc là, vous voyez une chaîne de caractères avec des paramètres. %1 pour premier paramètre, $S parce que c'est un paramètre de type string que j'attends. %2, $S parce que c'est le deuxième type string. Et %3, $D parce que c'est un type décimal, donc un entier, quoi. Et dans votre code Java, en face là-bas, pour récupérer ça, donc vous allez faire string.format pour appeler le formateur de chaîne de caractères. Et derrière, vous allez lui passer votre chaîne de caractères en faisant res. Donc res c'est getResource. Si vous êtes dans une activité, ça passe direct. Donc res.getString pour récupérer une chaîne de caractères de vos ressources. Et derrière, vous allez passer le chemin de votre fichier, non, de votre chaîne de caractères. Donc c'est R pour ressources, .string parce que c'est des strings, .param-message parce que c'est la chaîne de caractères qui s'appelle param-message. Et derrière, vous lui passez directement les paramètres. Et votre chaîne de caractères sera automatiquement formatée. Donc ça c'est très bien pour avoir des chaînes de caractères dynamiques. La deuxième chose qui est pas mal, c'est qu'on peut définir des tableaux de chaînes de caractères directement dans notre fichier XML. Donc pour ça, on fait un string array, on lui donne un nom, et derrière, on colle des items. Donc chocolat, télévision, et les items qu'on veut. Et pour récupérer ça dans le code Java, on définit un tableau de string, et on fait ressource.getStringArray, et là, on lui passe le chemin vers ce tableau. Donc R pour ressources, .array parce que c'est un tableau, et après derrière le nom de mon tableau. Et le dernier type des chaînes de caractères, c'est les chaînes de caractères singular plural. Alors j'ai pas trouvé de traduction qui me convienne, quoi. Singulier pluriel, pareil, ça me fait bizarre. Bon, en fait, grosso modo, c'est une chaîne de caractères qui, en fonction d'un entier ou d'une quantité, va vous renvoyer une chaîne de caractères différente. Donc là, j'ai défini la chaîne de caractères singular or plural. J'ai mis quantity one, alors j'afficherai I am alone on moon, et si j'ai une quantity de type other, je dirai que je suis 7 milliards sur la Terre. Pour l'utiliser dans le code Java, vous déclarez un entier, count, et derrière vous faites donc getResource.getQuantityString, et là vous mettez premier paramètre le chemin vers votre chaîne de caractères, et le deuxième c'est l'entier qui va permettre de choisir la chaîne de caractères à utiliser. Alors là, j'ai mis les quantities, donc les quantifiers 1 et other, mais je crois qu'il y en a 5 ou 6 de différents. Donc c'est vaste. Enfin, dans un fichier XML, la plupart du temps, vous allez utiliser que des strings simples. Vous n'allez pas utiliser de strings à paramètres. En même temps, c'est normal parce que les strings à paramètres, c'est plutôt utilisé pour faire quelque chose de dynamique, et vos fichiers XML, ils sont plutôt statiques. Donc voilà, pour faire ça, vous allez utiliser la syntaxe @string pour dire que c'est des strings / le nom de la chaîne de caractères. Et le seul endroit où on va utiliser des tableaux dans le XML, c'est quand on va définir les spinners. Les spinners, c'est des espèces de combo box. Et là, on peut directement passer à la combo box l'ensemble, enfin le tableau des chaînes de caractères qu'elle doit afficher. Voilà, ça c'est pour faire un petit tour sur les chaînes de caractères et le potentiel qu'on a. Mais surtout, ce qui est important sur les chaînes de caractères, c'est de les externationaliser et d'avoir un moyen pour les internationaliser facilement. C'est ça vraiment qui est fantastique. Maintenant, dans les ressources, on a aussi les images. Alors les images, elles se placent dans le dossier res/drawable. Alors les formats acceptés, c'est PNG, ça c'est le mieux. Vous verrez que si vous arrivez avec un icône d'application de type JPEG sur Google Play, vous allez vous faire jeter. Il faut qu'il soit de type PNG. Donc vraiment PNG, c'est
le format d'image à utiliser sur vos applications Android. Vous pouvez utiliser du JPEG, c'est accepté, mais pas pour l'icône de lancement. Et par contre, le GIF n'est pas recommandé. Bon, nous, quand on parle d'image, on a des images graphiques en tête. En fait, quand on parle d'image sur Android, en fait, il faut avoir pas que ça. Une image sur Android, c'est effectivement soit un PNG, soit un JPEG, mais c'est surtout, et c'est aussi, un ensemble de fichiers XML qui vont vous permettre de définir d'autres types d'images. Typiquement, vous allez pouvoir définir des images où vous allez mettre les zones pour étirer votre image sans que son contenu soit déformé. C'est-à-dire que si vous voulez des marges, vous pouvez définir une image avec un contenu où vous avez vraiment votre image, et autour vous mettez les marges, et si votre image a besoin d'être resizée, c'est les marges que vous avez définies qui seront resizées. Ça, c'est les 9 patch. Donc ça, c'est pas mal, c'est pas mal de se pencher dessus. Après, vous allez avoir des types d'images de type state list, c'est-à-dire en fonction de l'état de votre composant, vous allez afficher une image particulière. Puis vous allez avoir des images associées à des niveaux. En fonction d'un niveau, vous allez afficher une image particulière. Et ainsi de suite. Il y en a 9 types d'images différentes. Et c'est quand même une puissance, c'est quand même excellent, quoi. Quand vous faites des interfaces graphiques et quand vous commencez à faire vraiment des applications choyées et touchy, vous allez vous apercevoir que de pouvoir définir vos images de manière transparente dans des fichiers XML et qui s'adaptent au comportement voulu, c'est excellent. Donc le premier exemple, c'est le state list. Mais grosso modo, j'ai juste pris un fichier XML que j'ai mis dans mon res drawable. Je l'ai appelé ce que je veux, .xml. Et derrière, je fais un selector et en fonction de l'item, donc est-ce que mon composant aura l'état, est-ce que mon composant aura le focus, est-ce que mon composant sera pressé ou est-ce que mon composant est dans son état normal, je vais afficher un type d'image différent. S'il a le focus, j'utiliserai l'image sky. S'il est appuyé, j'utiliserai l'image coffee. Et sinon, j'utiliserai l'icône de base. Et ça va vous permettre de mettre en place des images qui réagissent à leur... qui s'adaptent à l'état du composant, quoi. La deuxième type d'image que je vais vous montrer, c'est des images en fait, qui vont vous permettre de définir des formes. Donc là, c'est le bouton vert, pas le carré autour, hein, mais juste le bouton vert, d'avoir un bouton avec des bords arrondis. Donc pour ça, vous allez créer dans votre dossier drawable un fichier qui s'appelle color border ou ce que vous voulez, .xml. Et dedans, vous allez définir votre forme. Donc vous allez définir votre stroke, qui est la bordure. Donc là, elle a une largeur de 1 pixel et une color blanche. Vous allez définir votre couleur de fond de votre composant. Donc ça, c'est grosso modo du vert. Et derrière, vous allez donner le rayon de vos coins. Donc ça, c'est 20 pixels. Et ça vous définira une image qui sera interprétée dans votre code Java de la manière suivante. Vous allez récupérer votre image en faisant getResource, getDrawable, R parce que c'est dans les ressources, .drawable parce que c'est une image, point le nom de votre image. Et puis derrière, sur votre bouton, vous allez faire setBackgroundDrawable et vous allez lui affecter votre forme, qui est un gradient drawable. Parce que là, je vous ai mis des balises les balises de base, mais vous pouvez aller loin dans les formes, quoi. C'était pour les images. Et là, on va attaquer les couleurs. Alors, c'est extrêmement important d'externaliser ces couleurs. C'est comme si on n'avait pas inventé les CSS en HTML. À un moment, le jour où quelqu'un les invente, il faut les utiliser, quoi. Et là, c'est pareil. Il faudrait que dans vos programmes, vous externalisez toute votre charte graphique. Alors, heureusement, on est content, c'est prévu. Alors, les couleurs sous Android, ça se définit soit en RVB, donc 255, 255, 255. Donc, pour ça, on utilise des hexas. Et donc, les deux premiers hexas, c'est le R. Les deux suivants, c'est le vert. Et les deux derniers, c'est le RVB bleu. Ou vous pouvez utiliser le ARVB, où le A, c'est le alpha. Donc, le degré de transparence de votre couleur. Pareil. Donc là, on en met 8. Donc les deux premiers, c'est la transparence, les deux autres, le rouge, les deux suivants, le vert, et les deux derniers, le bleu. Après, vous allez créer dans le dossier value le fichier color.xml. Vous allez décrire l'ensemble des couleurs de votre application. Pour décrire une couleur, rien de plus simple,
Vous mettez la balise color, vous lui donnez un nom et vous lui donnez sa valeur. Pour l'utiliser, ben, il suffit de mettre @color / translucent_red et puis vous pointez, enfin translucent, ça c'est le nom de ma couleur. Donc c'est @couleur / le nom de ma couleur et vous allez récupérer automatiquement le nom de votre couleur. Donc du coup dessous je vous ai donné un exemple où vous sortez toutes les couleurs de vos composants et vous allez les utiliser de manière naturelle dans votre TextView. C'est pour moi c'est vraiment important d'externaliser sa charte graphique, sa charte colorimétrique. Pourquoi? Ben, pour des besoins de maintenance, d'évolution, de réutilisation de la charte graphique entre applications. Si vous voulez avoir la même charte graphique partout, sur plusieurs applications, c'est pas mal. Et de factorisation de code. Parce que si à chaque composant, vous allez redéfinir la couleur de son fond, la couleur de tout ça avec des hexas, le jour où vous voulez changer, ça va être l'enfer. Donc pour moi, c'est vraiment important de savoir gérer les couleurs. Et la gestion des couleurs nous amène sur la notion de thème et style. Alors les thèmes, c'est un ensemble de styles. Et donc ils se mettent dans le dossier value/theme.xml. Et ça va vous permettre de définir un ensemble de styles. Un style, c'est un ensemble de balises qui vont, un ensemble d'attributs que vous allez affecter à votre composant graphique. Donc un exemple, ben là, tout en haut là, j'ai défini le style ToDoTheme. Il s'appuie sur le style parent qui est le style theme black d'Android. Et j'ai juste redéfini le paramètre TextSize pour mettre mon texte en 12 pixels. Et derrière, dans mon TextView, ben, j'ai plus qu'à dire style égale @style parce que c'est un style, / le nom de mon style. Et automatiquement, mon TextView aura pour la taille du texte de mon TextView sera de 12 pixels. Donc ça paraît comme ça, on se dit, bon, ça sert à rien, quoi. En fait, si, c'est super important parce que vous allez pouvoir externaliser, factoriser de vos fichiers de layout vraiment toutes les balises. Donc pour ça, je vous ai mis un exemple concret. Donc vous allez pouvoir externaliser le text size, le text style, le background, les padding left, padding right, padding up, padding bottom, toutes les marges. En fait, toutes les balises que vous mettez dans votre fichier de layout, vous pouvez l'externaliser dans un style, la factoriser dans un style. Et ça, c'est extrêmement important. Après, la deuxième chose qui est super, c'est l'héritage. Vous allez pouvoir hériter d'un style que vous avez déjà défini et surcharger certaines de ces balises. Donc, typiquement, là, j'ai le main TXV et derrière, j'ai le match DT. Et pour le match DT, j'ai juste redéfini le background, la largeur minimale, la couleur du texte et le type du texte. Et tout le reste, ce sera pareil. Et ça, c'est génial. Ça, c'est vraiment génial. Et alors, surtout, pourquoi faire ça? C'est parce que quand vous allez définir un fichier de layout avec, je sais pas, 15 composants, et pour chacun de vos composants, vous voulez faire bien les choses, vous allez définir quelle est la taille du texte, quel est son background, quel est son foreground, quelles sont ses marges, extérieures, intérieures, puis quelle est la couleur, tout ça. Et donc pour chaque balise, pour chaque composant, vous allez vous retrouver avec 15 balises qui vont juste être là pour définir un peu comment il se comporte, quoi. Sa couleur, ses tailles, ses marges. Et ça, vraiment, c'est quand vous faites quand vous définissez une IHM, c'est l'enfer, quoi. Parce qu'au lieu de vous concentrer sur où je place mon composant, quel est son poids, comment il va remplir l'espace, vous êtes en train de vous prendre la tête à avoir tout un tas de lignes de code qui sont polluantes et qui sont juste là pour dire quelle est la taille du texte, quelle est sa couleur de fond, Donc ça, vous l'externalisez. Et quand vous allez sur vos fichiers XML, vous avez divisé la taille de vos fichiers par 10, en fonction de si vous êtes beaucoup pointillé ou pas, quoi. Et donc, dans vos fichiers de layout, vous pouvez vous concentrer vraiment sur le positionnement de vos layouts, et non plus sur l'aspect graphique. Ça, c'est quand même très très important. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment, de manière native, là, ce que je vous ai montré, quand vous commencez une application, vous commencez par créer votre fichier couleur et votre fichier de thème. Même si vous n'y mettez pas grand-chose, de toute façon, ça épurera votre code de layout. Et vous, ça vous permettra de vous concentrer sur l'agencement de votre composant. Alors, l'arbre des caractéristiques potentielles.
En fait, Android, il fait super bien les choses, on l'a vu pour les locales, mais des fois, on se dit qu'il fait un peu trop bien les choses, enfin, qu'il va trop loin, quoi. Mais c'est très bien, hein. C'est juste qu'il ne faut pas utiliser, il faut savoir l'utiliser, quoi. Donc, Android choisit les ressources à utiliser en fonction des caractéristiques de l'appareil. Soit vous n'avez rien défini, dans ce cas il va taper dans les ressources définies par défaut, donc value, rien, ou drawable, ou layout, il va taper là-dedans. Et sinon, vous avez la capacité de définir pour vos dossiers ressources une spécification qui va s'appuyer sur les caractéristiques de l'appareil. Donc pour ça, les caractéristiques, je vous ai mis les principales parce qu'il y en a beaucoup. Et déjà, ça rentre à peine dans le slide. Donc vous pouvez définir le code réseau ou le code mobile du pays, la langue et la région, la taille de l'écran, le rapport longueur-largeur, l'orientation de l'écran, la densité de l'écran, le type d'écran, la visibilité de l'écran, le type de clavier, le type de navigation et la version du système. Déjà, ça fait beaucoup de monde, hein. Pour définir une spécification, ben, vous prenez votre dossier, genre value par exemple, ou drawable, ou layout, vous mettez un tiret, puis vous mettez ce qui vous intéresse, donc la langue et la région, ou la taille de l'écran. Donc là, vous avez le choix entre small, medium, large ou x large, et ainsi de suite. Donc vous pouvez spécifier complètement vos ressources, quoi, en fonction des caractéristiques de l'appareil. Donc pour ça, vous enchaînez les ressources les unes après les autres, c'est séparé par un trait d'union. Vous pouvez omettre un élément, vous ne pouvez pas mettre deux quantificateurs pour une même balise. Et voilà. En exemple, derrière, je vous ai mis value-fr, donc c'est la spécification de value pour la locale fr. Je vous ai mis drawable-hdpi, c'est parce que c'est la spécification de vos images quand l'écran est en haute densité de pixels. Et je vous ai mis layout-large-port, c'est parce que c'est quel est le layout que je veux utiliser quand je suis sur un écran large en mode portrait. Et puis je vous ai mis aussi value-v14, c'est quels sont les values à utiliser quand je suis sur le level 14 de l'API. Je crois que c'est Ice Cream. Voilà. Donc il faut savoir que ce mécanisme existe et il faut savoir ne pas trop l'utiliser. Et à bon escient. Parce que plus vous irez en spécifiant vos dossiers, plus vous allez avoir du mal à tester, quoi. Et plus vous spécifiez, c'est quand même des produits, hein. Il ne faut pas sous-estimer derrière le nombre de tests que vous générez quand vous spécifiez. D'ailleurs, en parlant de ça, on va regarder la problématique du multiscreen. Donc, pour la problématique du multiscreen, on va commencer doucement. Vous avez une image de 73 pixels par 29. Très bien. Vous voulez l'affecter à un bouton. Donc vous allez décrire votre bouton, image bouton, vous donnez un identifiant à votre bouton, vous lui donnez une largeur, 73 pixels vu que c'est la taille de mon image. Puis vous lui donnez une hauteur, 29 pixels parce que c'est aussi la taille de votre image. Et puis vous lui donnez une marge de 10 pixels. Et puis vous allez lui dire où se trouve l'image que vous voulez afficher. Donc @drawable/. Avec une telle configuration, quand vous arrivez sur des devices qui n'ont pas les mêmes densités d'écran, en fait, vos images ne vont pas avoir la même taille, visuellement. Vous prenez 3 devices avec 3 densités d'écran différentes, et bien votre image, elle sera petite, normale ou grande. Ça, c'est dommage, parce que nous, ce qui nous intéresse, c'est d'arriver à faire des IHM qui soient logiquement identiques, quel que soit l'appareil, quoi. On veut que la logique et la physique se rejoignent. Donc pour ça, il faudrait que, de manière indépendante de la densité des pixels dans l'écran, mes images s'affichent toujours à la même taille. Bon, pour ça, au lieu d'utiliser l'unité pixel, il va falloir utiliser l'unité DP, Density Independent Pixel. Et ça va permettre au système, quand il va lire ça, de faire en sorte que votre image s'affiche toujours dans la même dimension, qui sera 73 par 29, presque des pixels. Pour les moyens, ce sera 73 par 29, mais après, quand vous avez des low DPI ou des high DPI, ce sera toujours visuellement, la même taille. Et ça, c'est important pour l'expérience utilisateur. Donc là, je vous ai mis les DP. Donc, tout ce qui est marge, tout ce qui est... Dès que vous mettez pixel, vous mettez DP. Hein. C'est direct, vous ne cherchez pas, à part pour
les tailles des chaînes de caractères, où là, vous allez mettre SP pour Scaled Pixel. Ça, c'est pour vos tailles de caractères. Donc maintenant, on est content. Notre image, elle prend toujours la même taille à l'écran. Bon, le problème, c'est que si je définis une seule image, ben, elle va apparaître grossière. Si je prends une image et que je fais un effet loupe dessus, eh ben, ça va être pixelisé si je ne suis pas dans la bonne densité. Donc pour ça, en fait, ça veut dire que... initialement, on avait 3 densités. On avait la low density, la medium density et la high density. Donc ça voulait dire que pour une image, j'avais besoin de la définir dans ces 3 densités. Donc si je prends la medium density, c'est celle qu'on a sur nos ordi quand on définit les trucs, je définis une image en medium density, ben en fait j'ai à faire la même image, mais avec sa taille multipliée par un facteur 0,75 pour le low density, et je multiplie sa taille par un 5 pour la high density. Donc pour une image, en fait je dois en définir 3. Et maintenant, on a inventé le XI density. Donc pour la même image, il faut que je rajoute encore une autre image qui est 2 fois sa taille. Donc pour une image, j'ai à la définir en low, medium, high et XI density. Le ratio c'est 3 pour le low, 4 pour le medium, 6 pour le high et 8 pour le XI. Et après, une fois que j'ai ces 4 images là, eh ben, je vais les placer dans les drawables qui vont bien. Donc j'ai le drawable-xhdpi pour les images en xhdpi, drawable-hdpi pour mon image en high-dpi, drawable-mdpi pour la medium dpi, et le drawable-low-dpi pour le low-dpi. Donc déjà, on voit bien que là, dès que je veux mettre une image, j'ai besoin de la définir 4 fois et de la ventiler sur tous mes dossiers drawable. Après, juste comme ça, les tailles de vos icônes, c'est 36 x 36 pour le low density, 48 par 48 pour le medium, 72 par 72 pour le high, et 96 par 96 pour l'extra high. Et enfin, si vous voulez vous coller un peu au graphisme sur Android, sachez qu'il y a une guideline publiée par Google qui va vous expliquer tout un tas de choses et qui va vous fournir vos templates d'icônes. Donc, on continue sur la problématique du multiscreen. Donc là, on a des matrices où on voit bien que on a des colonnes en low density, medium density, high density, extra high density. Donc ça, on a résolu le problème. On sait qu'on a factorisé toutes les colonnes avec nos images, on sait les définir comme il faut pour qu'elles prennent la même taille, et on sait fournir les ressources graphiques nécessaires pour que ce soit propre à l'utilisateur. Maintenant, eh ben, on n'a plus qu'à s'attaquer aux écrans, parce qu'on a les small screen, les normal screen, les large screen et les extra large screen. Voilà, là, ça repart. Mais là, on va pas faire... c'est pas sur les images que ça joue. C'est sur comment vous allez définir vos IHM. Donc c'est sur vos fichiers de layout. C'est-à-dire que si vous êtes sur un petit téléphone, vous allez définir votre layout de manière à ce qu'il peuple le petit téléphone. Si vous êtes sur une tablette, eh bien, vous allez redéfinir l'agencement de vos composants de manière à ce qu'il peuple proprement votre tablette. Et c'est là la problématique des screens. C'est-à-dire que pour chaque type de screen, vous allez être obligé enfin obligé ou pas, ça dépend, en fait, vu que ça demande du travail, c'est à vous de placer le curseur entre travail et rendu, quoi. Mais quand même, c'est pas mal de faire au moins du normal et du large, quoi. Si vous voulez couvrir beaucoup, ou alors vous fixez avec votre client quel type d'appareil et puis vous réservez dessus. Et du coup, donc voilà, donc la problématique du multiscreen ne s'arrête pas aux images, ça s'arrête un peu plus loin, un pas plus loin sur la notion de comment est-ce que je remplis mes écrans en fonction de la taille de l'écran que j'ai, quoi. Alors les deux graphiques, là avec ces chiffres abscons et ces lettres abscondes, là, ça va vous permettre de définir vos émulateurs en fonction de la taille de l'écran. Là, c'est les définitions des émulateurs. Et le petit qui est énorme là-bas, c'est quel est le pourcentage d'appareils qui sont dans cette résolution. Donc voilà, c'est aussi à vous de savoir si vous allez dépenser énormément de temps pour quelque chose où vous avez 3% des appareils du marché. C'est à vous de faire ce choix-là. Et de vous dire, est-ce que dans une première version de mon application, je vais targeter telle cible, et plus tard,
je m'attaquerai au reste, si mon application marche ou pas. Enfin, voilà. C'est la problématique du public, enfin tout public, où je travaille pour un client. Donc voilà, ça c'est pour tout public. Quelques exemples ici, pour le Galaxy Note, le Galaxy S2, tout ça, pour voir à peu près à quoi ils correspondent, quoi. Et donc, si on cogite à tout ça et qu'on se dit, c'est quoi la problématique du multiscreen, on commence à se dire quels sont les dossiers que je vais être obligé de créer pour arriver à la couvrir. Okay. Donc, ben, à minima, on fait les choses pas très propres. On va définir pour uniquement des smartphones, ben, le drawable HDPI, le drawable MDPI, le drawable LDPI, pour au moins avoir les images qui s'affichent correctement, quoi, c'est le minimum. À côté, vous avez la configuration pour les smartphones, un peu plus propre, où vous allez rajouter le value pour spécifier une langue. Là, il faut voir que NCG, c'est le nombre de configurations générées, le nombre de configurations d'appareils cibles, quoi. Donc, ça veut dire le nombre de configurations de trucs à tester. Donc là, on a 4 x 2, parce que vous avez 2 langues pour 4 types de densité. Après, tablette et smartphone, ben là, vous voulez, enfin, je veux dire, c'est la configuration pour couvrir tablette et smartphone. Donc là, vous avez tous vos drawables, mais en plus, vous allez mettre les layouts en fonction de si je suis en mode portrait, si je suis en mode landscape, et si je suis large ou pas. Et vraiment, si vous voulez vraiment tout couvrir avec les tablettes et les... Donc là, on voit déjà que le nombre de configurations générées est de 32. Et si vous voulez vraiment être super propre et tout couvrir, vous allez incorporer les XH, ou les extra larges. Et donc là, vous arrivez à un nombre de configurations générées de 60. Donc ça veut dire que vous allez définir 60 émulateurs pour 60 campagnes de test pour voir si ça se comporte bien. Et si vous ne le faites pas, ben vous irez dans le mur pour au moins une des configurations. Enfin, c'est la notion de prise de risque, en fait, de gestion du risque. Maintenant qu'on s'est dit, ah putain, la problématique du multiscreen, c'est l'enfer. Ben non, il y a pire. Il y a la problématique de la fragmentation. Alors, qu'est-ce que c'est la problématique de la fragmentation? Ben, ça inclut la problématique du multiscreen. Donc, la fragmentation des versions et des appareils, ça génère la problématique d'arriver à couvrir l'ensemble de ces configurations avec un même code. Donc, c'est-à-dire, on est capable, avec un même code, de couvrir bon, déjà tous les types d'écrans, mais aussi toutes les versions du système, et puis les appareils qui sont customisés par tel constructeur ou pour tel machin. Donc ça veut dire que grosso modo, avec un même code, on est capable de couvrir tout un système hétérogène d'appareils. Et ça, c'est l'enfer. Bah, c'est l'enfer de l'apprentissage des nouvelles API, parce que tous les 6 mois, on a des nouvelles API qui arrivent. Et là, on fait faut tout remettre en question. Ah, c'est deprecate. Ah, ça marche plus. Comment je vais faire? Donc ça veut dire qu'il faut reprendre nos applications existantes, les retester pour ces nouvelles API, faire du refactoring parce que des fois ça ne marche plus, enfin, ces nouvelles configurations ne sont pas prises en compte. Et puis après on a des bugs spécifiques associés à un seul appareil, je sais pas quoi, HTC je sais pas quoi, enfin voilà, un seul appareil et un bug qu'on n'a pas sur le reste de la flotte, quoi. Ou à une version du SDK. Et alors là, si on veut couvrir toutes les versions, on a la complexité de notre code qui s'envole. Parce que pour tout couvrir, ben, forcément, on pourrit le code en mettant des if, je suis dans telle version, if, je suis dans telle autre version, if, ma version du SDK, et là, la complexité, ça devient complètement délirant. Donc oui, c'est l'horreur, et surtout depuis Honeycomb, où il y a eu une rupture profonde dans le SDK. C'est toujours rétrocompatible, mais... Il y a vraiment beaucoup de nouvelles choses à apprendre et à assimiler, en particulier au niveau de la construction des interfaces graphiques pour passer sur Honeycomb et Icecream. Mais d'un autre côté, la problématique de la fragmentation, parce qu'il y a beaucoup de gens qui râlent hein, sur Internet, il y a des gens qui disent « Ah, on va abandonner, machin ». Non, il y a des gens en colère. Mais moi, ce que je vois, c'est que ben, ça, c'est une conséquence directe de 2 choses. Ben, d'une part, c'est la conséquence de l'adoption d'Android par un grand nombre de constructeurs. Donc ça veut dire que c'est une réussite. C'est la conséquence d'une réussite. Donc ça, c'est déjà pas mal. Je veux dire, ça pourrait être la conséquence d'un échec. Vous avez un seul constructeur qui le fait pour telle version. Et c'est vendu pour 3 pèlerins. Non.
Donc là, normalement, on est quand même content que ce soit une franche réussite, ce système d'exploitation. Ok, le corollaire, c'est que nous, derrière, en tant que développeurs, faut y aller, quoi, et on rame. Mais c'est pas grave. Et la deuxième chose, c'est aussi une conséquence directe du dynamisme des développeurs de chez Google. Parce qu'Android, le SDK d'Android, c'est développé par des mecs de chez Google. Ça, j'ai oublié de le dire. Mais... Et donc, c'est le dynamisme de ces équipes de développement qui cherchent à atteindre la perfection et qui nous donnent des releases le plus souvent possible, dès qu'elles sont majeures et propres. Et ils font des releases super propres, que ce soit pour Eclipse et donc pour notre environnement de développement, que pour le système, le système d'exploitation en lui-même. C'est vraiment les mecs qui sont forts et ils ont vraiment une puissance de frappe et de novatrice et de perfectionnisme qui est excellente. Donc, le fractionnement, oui, c'est super dur, mais c'est quand même les conséquences de quelque chose de très positif. C'est un succès au niveau du public et des constructeurs, et derrière, on a des équipes qui bossent et qui sont vraiment à fond quoi, pour leur système et qui vraiment livrent des choses très très bien. Donc voilà, donc oui, on peut se plaindre du fractionnement, mais moi je pense que de la fragmentation, mais je pense moi que c'est plutôt une opportunité, que c'est un truc qu'il faut voir comme une opportunité, même si derrière ça génère du travail. Et donc, comment se sortir de la fragmentation? Bon, tout d'abord, en fait, on va repartir sur le b.a.-ba du développement d'applications standalone. Il faut faire des architectures propres, il faut faire des architectures avec des couches. Donc la couche IHM, la couche service, la couche de communication, la couche DAO, une couche transverse, et puis vous pouvez en rajouter si vous en avez le besoin. Mais au moins celle-là, elle doit être là. Après, il faut redécouvrir l'utilisation des interfaces et des patterns factory. En fait, si vous avez une factory qui est là et qui, en fonction de la version de votre système d'exploitation sur lequel court le device, va vous envoyer la bonne implémentation de l'interface, de suite, ça ira mieux. Et puis votre code, il sera propre. Vous n'aurez pas de if au milieu d'une méthode, quoi. If, ma version du SDK, c'est ça, je fais ci. Non, non, on revient sur des architectures propres, en fait. Après, on va découper ces IHM en vue contrôleur. Donc ça, c'est du swing. Hein. Ça vient du swing, de mon apprentissage du swing, mais c'est vraiment une méthodologie qui est excellente. Donc, il faut toujours découper, quand vous faites de l'affichage graphique, l'élément qui affiche et qui interagit avec l'utilisateur des données, du mec qui va gérer les données. Il y en a un qui gère les données et les autres qui l'affichent. Ce n'est pas les mêmes trucs. Donc, il y en a un, on va l'appeler la vue, et puis l'autre, le modèle. Le modèle, il gère les données. Les modèles se connaissent entre eux et les vues entre elles. Et par contre, c'est les modèles qui vont parler à la couche de service. Votre vue, elle n'attaque pas une couche de service. Votre vue, elle est là pour afficher des objets et interagir avec l'utilisateur. Et enfin, vous allez utiliser les fragments. Alors les fragments, je ne vais pas trop vous en parler, mais ça peut donner de suite des architectures avec deux écrans qui sont complètement complexes, quoi. C'est-à-dire que là, j'ai deux écrans, donc deux activités. En fonction de si je suis avant Honeycomb ou après Honeycomb, je vais instancier une activité spécifique. Par contre, ces activités avant Honeycomb et post-Honeycomb vont utiliser les mêmes fragments. Donc, elles vont pointer vers les mêmes fragments. Et ces activités ont le même modèle, parce que vos modèles, elles ne changent pas, quelle que soit la version. Donc, toutes les deux, elles partagent le même modèle, et elles vont pointer vers les modèles de vos fragments. Donc, c'est pas... Enfin, ça peut paraître complexe, mais si vous déroulez la logique sous-jacente, quand vous arrivez sur ce type de projet, c'est clair. Vous n'êtes pas perdu au milieu de 90 classes plates quand vous ouvrez votre classe View. Et ça, c'est l'enfer. En fait, résoudre la problématique de la fragmentation, pour moi, c'est associé à refaire de la programmation d'entreprise. Donc, c'est quoi? C'est définir les objectifs et structurer les projets. Donc, il faut cibler les versions voulues. Il faut faire une conception technique et fonctionnelle en amont. Ouais, du côté montagne, quoi. Où vous allez vraiment poser votre architecture et poser vos besoins fonctionnels. Même en agile, hein, il y a toute la base de votre application que vous allez pouvoir mettre en place avant d'attaquer les storyboards, les user stories. Après, il faut faire une architecture propre, toujours. Et puis, il faut savoir qu'il est possible de structurer vos projets autrement. Vous allez pouvoir avoir des projets pour Honeycomb, le projet pour avant Honeycomb, et puis vous aurez factorisé dans un autre projet le noyau, c'est-à-dire la couche service, la couche DAO, qui, elle, n'est pas impactée par Honeycomb. Donc vraiment, il y a toute une architecture globale que vous pouvez mettre en place sur vos projets qui vont faire que ça va vous sauver.
en termes d'évolution, en termes de maintenance, en termes de complexité de code, en termes de taille. Un nouveau développeur, il va passer 6 mois à essayer de comprendre ce qui se passe sur ce projet avant de pouvoir être productif. Enfin, vraiment, quoi, il y a l'entreprise. Après, il faut accepter le coût de la qualité qui est non négligeable sur Android parce que la qualité, c'est tester. Et tester, vu qu'on a énormément d'appareils différents, eh bien, ça va demander un coût qui est plus grand que quand on est bloqué sur un serveur JBoss qu'on connaît, avec une Hibernate version temps qu'on connaît. Enfin, ça amènera plus de problématiques de test. Et enfin, il faut aussi accepter le coût de l'expertise. Soit d'avoir un gars dans l'entreprise qui est en veille technologique et qui est au courant des nouvelles méthodologies et des nouveaux patterns à mettre en place et des nouvelles sorties, soit faire appel à des experts. Et surtout, il ne faut pas sous-estimer ce problème. Sinon, c'est un mur. Je pense que vraiment, si vous faites grand public et que vous sous-estimez ça, vous allez vous récupérer un nombre de bugs incalculables sur telle version du système avec tel appareil. Donc voilà, donc à vos fragments et autres action bars, c'est X6. Enfin, bon, ok. Maintenant qu'on a vu tout ça, on va s'attaquer aux autres éléments d'une application. Alors, on va revenir sur ce diagramme là où on voit l'activity, le content provider, le service, les intents. Et puis j'ai rajouté quelques trucs depuis tout à l'heure. Donc en haut, j'ai mis l'application. Donc c'est l'objet application. Et dessous, ben, je nous ai mis une base de données. L'objet shared preference, qui est un objet dont on va parler spécifiquement, et puis le file system, qui est là où on stocke nos fichiers. Donc nous, ce qu'on va voir, c'est l'objet application, les permissions. Après, on va voir comment faire de la persistance de données en utilisant la base de données SQLite, en mettant en place un content provider, en mettant en place des fichiers, enfin en manipulant des fichiers, ou en utilisant l'objet shared preference. Et puis on verra comment mettre en place un service. Alors la classe application, c'est un super objet. Si vous faites une application un peu complexe, en fait, il faut savoir que vous avez toujours accès à l'objet application de votre application. Que vous soyez dans un service, une activity ou un content provider, vous faites get application, vous récupérez votre application. Alors, ce qui est super aussi, c'est que vous pouvez dériver cette classe application pour faire votre application et dire au système d'exploitation que my application, c'est l'application de votre application. Donc pour ça, qu'est-ce qu'il faut faire? D'abord, il faut dériver la classe application. Donc j'ai my application qui extend application. Là, vous allez pouvoir mettre ce que vous voulez comme code. Vous êtes sur une classe, c'est la vôtre. Vous mettez ce que vous voulez. Vous définissez les attributs que vous voulez, vous mettez les méthodes que vous voulez, dont vous avez besoin. Par exemple, vous voulez récupérer un service, vous pouvez aller les récupérer. Enfin voilà, c'est une classe centrale. Et après, il faut savoir qu'elle est instanciée dès que l'un des éléments de votre application est instanciée. Dès qu'il y a un service qui est lancé, poum, elle est instanciée. Dès qu'il y a une activité, poum, elle est instanciée. Content Provider, pareil. Donc en fait, dès qu'il y a un composant dans votre application qui tourne, elle est là. Ça, c'est super pour pouvoir faire des ponts entre vos composants. Par contre, donc vous étendez votre classe. Ah merde. Vous étendez votre classe application et vous avez 3 méthodes. OnCreate, donc c'est là où vous allez lancer la création et l'initialisation de tous vos attributs. Vous avez onTerminate, c'est là où vous allez nettoyer l'ensemble de vos attributs de manière à ce que le garbage collector puisse passer et récupérer tout le monde. Et enfin, vous avez la dernière méthode, c'est onNoMemory, qui est appelée quand le système a besoin de récupérer de la mémoire. Et là, vous faites un nettoyage de printemps où vous virez juste les trucs qui ne sont pas inutiles et que vous allez pouvoir réinstancier par la suite, si vous en avez besoin. Donc après, une fois que vous avez dérivé votre classe application, il faut le déclarer dans le manifeste. Le manifeste, ce que je vous ai dit, c'est là où vous décrivez l'ensemble des composants de votre application. Donc dans le manifeste, vous allez dire application, donc dans la balise application, vous allez mettre Android2.name, et là vous dites que le nom de mon application, l'objet de mon objet application, c'est myApplication. C'est la même que là. Là, ça permettra au système de savoir que, en fait, au lieu d'instancier l'application par défaut, il ira instancier la vôtre. Et enfin, vous allez pouvoir la récupérer où vous voulez dans votre code. Donc pour ça, que vous soyez dans une activité, un service, un content provider, vous faites get application, vous la castez en my application parce que c'est la vôtre, vous savez,
Et derrière, vous avez récupéré votre application et vous allez pouvoir accéder à toutes ces méthodes. Donc typiquement, si vous avez plusieurs services dans une même application, vous n'avez qu'à les enregistrer dans votre My Application et vous pourrez les récupérer directement les uns après les autres. Ce qui est quand même pas mal, quoi. La deuxième chose qui est extrêmement importante, mais qui est même plus importante que les activités, les problèmes de fragmentation, tout ça, c'est les permissions. Les permissions, c'est un système qui est mis en place par le système d'exploitation et qui permet de prévenir l'utilisateur quand une application va vouloir faire quelque chose, de protéger. C'est-à-dire, vous voulez aller sur Internet, eh bien, il faut que vous demandiez la permission d'aller sur Internet. Ça, vous le faites dans les permissions, ça se fait que dans le fichier manifeste. Donc, vous demandez dans votre fichier manifeste à aller sur Internet. Quand l'utilisateur va installer votre application, par défaut, le système va lire les permissions demandées. Il va afficher ces permissions à l'utilisateur et il va dire est-ce que vous voulez que cette application aille sur Internet. Donc ça, c'est une première barrière pour informer l'utilisateur en fait, de ce que va faire votre application d'important, quoi. C'est-à-dire quelles sont les ressources autres qu'elle va essayer d'utiliser. Typiquement, c'est Internet, c'est le GPRS, c'est aller lire les contacts, écrire des contacts, en fait tout ce que vous allez faire, la plupart du temps, vous allez demander une permission. Et la deuxième chose extrêmement importante avec les permissions, c'est que si vous mettez en place des données, un content provider, ou un service, ou une activité, qui sont vraiment importantes pour l'utilisateur, dans lequel vous allez stocker des données qui sont pour lui importantes au sens confidentiel, vous devez déclarer des permissions, de manière à ce que si quelqu'un veut utiliser l'un de vos services, il soit obligé d'en demander la permission et de l'afficher à l'utilisateur. Donc pour demander une permission pour utiliser un service, c'est la balise Use Permission, et puis après vous mettez le nom de votre permission. Là, c'est pour recevoir des SMS. Je veux écouter les SMS arrivants. Maintenant, pour déclarer des permissions, vous allez dans votre fichier manifeste, vous allez décrire une permission. Vous pouvez en décrire plein, hein. Mais bon, là j'ai pris l'exemple d'une parce que plein, ça ne rentrait pas. Et donc, une permission, ça a un nom. Donc l'idée du nom de la permission, c'est votre package plus le nom de sa permission, quoi. Votre package root plus le nom de la permission. Après, vous allez lui donner un label, donc c'est son nom qui sera affiché à l'utilisateur, puis une description, parce qu'il faut bien expliquer à l'utilisateur qu'est-ce que c'est cette permission. Si l'utilisateur, quand il installe une application qui va vouloir utiliser l'un de vos composants, il y a écrit dans description Toto, il va être bien avancé, quoi. Donc là, vraiment, il faut vraiment que vous expliquiez qu'est-ce que cette permission et qu'est-ce que l'utilisateur va pouvoir faire, qu'est-ce que le programme va pouvoir faire avec vos données s'il accepte la permission. Donc c'est vraiment un point important des permissions, la description, quoi. Et enfin, vous avez un level. Donc vous avez Dangerous, normal, voilà, qui va définir au système si c'est vraiment une permission critique ou pas. Une fois que vous avez défini votre ensemble de permissions, vous allez les affecter. Soit à l'activity, donc c'est activité et services partagent la même balise, c'est Android de point permission, et là vous mettez le nom de votre permission que vous avez déclaré ici. Et pour les content providers, vous avez deux types de permissions. Vous avez la permission en lecture et la permission en écriture. Et c'est vraiment important, c'est la première loi, hein, respecter l'utilisateur, sa confidentialité et ses données. Donc les permissions, c'est vraiment super important. Bon, maintenant qu'on a vu l'application et les permissions, on va regarder la base de données SQLite. En fait, on va s'attaquer à la problématique de la persistance des données. Alors, il faut savoir que par défaut, sur Android, il y a la base SQLite qui est installée et que toute application peut aller stocker des données dans une base SQLite qui sera propre à son processus et donc cloisonnée par rapport aux autres applications. Notre application n'ira pas pouvoir lire votre base de données. Ensuite, SQLite, moi, j'étais pas habitué. Moi, j'étais plutôt MySQL, Postgre, Oracle. SQLite, je suis arrivé dessus et puis c'est un peu la même syntaxe, mais pas tout à fait. Par contre, le site SQLite, il est super. Vous arrivez dessus et en fait, il y a des diagrammes qui vous expliquent la syntaxe. Et ça, c'est magique. Ça,
Vous apprenez la syntaxe comme ça. Et après, c'est un truc qu'il faut savoir, c'est que, ok, les colonnes sont typées, mais personne ne viendra vous dire, vous typez une colonne de type string, vous y mettez un entier, tout le monde s'en fout. Voilà, inversement, quoi. Donc ça, c'est un peu un truc, ça fait un choc. Après, ce qu'on se dit, c'est, bon, il va falloir mettre en place une connexion avec la base de données SQLite, ça va être l'enfer. Non, non, non. Pareil, il y a des mecs chez Google qui se sont dit, voilà, on va leur faciliter les choses. Donc pour ça, ils ont créé l'objet SQLite Open Helper. Et vous avez juste à hériter de cet objet pour encapsuler 90% du traitement, de la création, tout ça. Donc vraiment, c'est super. La deuxième chose que vous allez avoir à faire quand vous mettez en place une base de données, c'est de définir votre base de données. Parce que l'objectif d'une base de données, c'est quand même d'avoir des utilisateurs. Et donc pour ces utilisateurs-là, même si c'est vous, hein, même si vous êtes celui qui conçoit la base de données, et qu'après vous allez être celui qui construit le content provider qui va l'utiliser, même vous, quoi, c'est super important de mettre en place toutes les constantes qui vont vous permettre de manipuler directement votre base de données. Donc pour ça, les constantes, c'est son nom, sa version, l'ensemble des noms de vos tables, l'ensemble des colonnes de chacune des tables, et puis l'ensemble des indices de chacune de ces colonnes. Donc ça, si vous définissez une base de données, oui. Le nom des colonnes, c'est OK. Et puis les indices des colonnes aussi, c'est super utile après pour quand on va vouloir les récupérer. Mais ça arrive dans les méthodes insert et tout ça. Donc vous avez à charge en tant que développeur d'une base de données de définir toutes ces constantes sans en oublier aucune et de manière systématique, de manière à ce que les utilisateurs de votre base de données puissent l'utiliser sans avoir à se prendre la tête, à faire du refactoring de votre code pour voir quel est le nom que vous avez pu mettre sur telle colonne ou quel est l'indice de telle colonne. Donc ça, c'est super important. Après, vous allez déclarer une chaîne statique, finale, string, qui est la chaîne de création de votre base de données. Donc là, dans l'exemple, je crée une table qui a 2 colonnes. La colonne ID, donc c'est votre clé technique primaire, votre clé primaire technique, qui elle s'auto-incrémente. Et derrière, vous avez la colonne fonctionnelle, entre guillemets, qui est la colonne name, c'est le nom, et qui est de type texte. Donc ça, c'est une chaîne de création de base, quoi. Et derrière, vous allez donc vous avez votre constructeur DB OpenHelper dans lequel vous faites rien, vous appelez le super et surtout vous ne posez pas de questions. Et par contre, vous avez 2 méthodes qu'il va vous falloir instancier, enfin surcharger, enfin mettre en place, quoi. C'est onCreate. Cette méthode est appelée quand votre application se lance pour la première fois sur un appareil et qui va vouloir accéder à la base de données. Là, il va s'apercevoir que la base de données n'existe pas, et donc la méthode onCreate va être appelée et va créer réellement la base de données sur l'appareil. C'est la seule fois où elle est appelée. Donc cette méthode onCreate, elle fait quoi? Donc on lui passe une base de données en paramètres, et sur cette base de données, elle exécute le script SQL qui est votre script, votre chaîne de caractères de création de base de données. Et la deuxième méthode, c'est onUpgrade. C'est la méthode qui va vous permettre de monter en version votre base de données. Donc pareil, si on veut faire les choses proprement, il faudrait que vous définissiez tous vos scripts de migration de vos bases. Donc vous commencez à créer la nouvelle base, vous migrez vos données, vous détruisez l'ancienne. Enfin, voilà, mise à jour de version de base de données avec tous les scripts de migration qui vont bien. Donc voilà, et là, si vous avez fait ça, vous allez créer une base de données et vous allez pouvoir l'attaquer. Alors pour l'attaquer, vous avez une base de données SQLite database, vous avez défini ce champ-là. Et si vous voulez l'ouvrir, il vous suffit de faire dbopenhelper.getWriteableDatabase. Et ça va vous renvoyer l'objet db ouvert en mode écriture. Ou alors, vous le voulez en mode lecture, et il vous suffit de faire dbopenhelper, donc c'est la classe qu'on vient de coder tout à l'heure, qui est un SQLite OpenHelper, et sur laquelle vous allez faire un getReadableDatabase. Et ça va vous permettre d'avoir accès à votre base de données en écriture. Et surtout, vous n'oubliez pas à un moment de fermer votre base de données, parce que sinon, c'est des fuites mémoire. Donc, assez facile, étonnamment, assez facile de créer une base de données spécifique à notre application. Maintenant, on a vu que les content
pour les bases de données, on mettait souvent une façade qui était un content provider de manière à permettre à d'autres d'aller récupérer les données dans notre base de données. Donc c'est vraiment une façade au sens on s'adresse au content provider pour manipuler les données. Alors un content provider peut se greffer sur une base de données, mais il peut faire d'autres trucs. C'est un truc qui est là pour gérer des données. Donc s'il veut, il peut aller attaquer Internet pour aller attaquer une vraie base de données PostgreSQL à l'autre bout de la planète. Ça, c'est vous qui l'implémentez. Là, je vais juste donner l'exemple d'un content provider qui est plugué sur une base de données SQLite. Mais derrière, vous pouvez imaginer qu'un content provider gère des données qui sont dans des fichiers XML ou enfin, le content provider ne dit pas quel type de données il gère. Donc un content provider, c'est un objet à qui on passe une URI et une action CRUD. CRUD, c'est create, read, update, delete. Et en fonction de ça, il va effectuer l'action sur l'URI passée en paramètre. Donc une URI, c'est toujours construit de la même façon. Vous avez un suffixe Android. Derrière, vous mettez votre espace de nommage, votre authority, qui est grosso modo le package de votre content provider plus son nom. Après, vous mettez l'identifiant des données que vous gérez. Donc, c'est des humains, vous mettez humains. Si c'est des trains, vous mettez trains. Si c'est des arbres, vous mettez arbres. Comme vous voulez. Et derrière, vous pouvez ou pas mettre l'identifiant d'une donnée spécifique. Vous pouvez dire, je veux taper sur la donnée numéro 3. Et ça, ces deux schémas-là sont des URI tout à fait valables. Il y en a une, elle va pointer vers une collection, et l'autre vers un item. Donc, je vous ai mis deux exemples. L'exemple de récupération de contact, ici. Donc, pour utiliser un URI, je vous ai dit, on parle au système et on va lui dire, moi, je voudrais faire un truc sur telle donnée. Donc, on fait getContentResolver, ça veut dire que moi, je vais vouloir faire quelque chose sur telle donnée. Et derrière, on fait un query, un insert, un delete ou un update. Là, c'est l'exemple du query. Dans le query, j'ai dit, je passe comme URI contact.contact.contentURI. Ça, c'est l'URI des contacts. C'est là où on s'aperçoit que c'est quand même pas mal d'avoir des constantes à utiliser, parce que s'il fallait imaginer quel est le package à mettre à la place de ce URI, on serait quand même assez triste. Donc du coup, on va utiliser les constantes des content providers ou qui sont là. Et derrière, dans votre clause query, vous auriez pu mettre une projection. Donc, c'est quelles sont les colonnes que vous voulez récupérer. Une clause where avec des jokers en forme de point d'interrogation qui sont des paramètres. La liste des paramètres qui vont remplacer vos jokers. Et enfin, l'ordre dans lequel vous voulez récupérer vos données. Une fois que vous avez ça, en fait, vous avez demandé au système de trouver le content provider qui va bien pour tel type d'URI et d'appliquer telle action à ces données. Donc le système, il va choper le content provider, il va effectuer l'action et il va vous renvoyer quelque chose. Vous ne le verrez pas dans votre code, le content provider, vous ne le manipulez pas. Et ce qui vous renvoie, quand vous faites un query, c'est un objet de type cursor. Donc c'est un pointer qui va itérer sur l'ensemble des valeurs qui vous sont renvoyées. Pour parcourir ce cursor, vous faites un while, cursor.moveToNext, donc ça va avancer jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus, et vous sortirez de votre while. Et derrière, vous allez essayer de récupérer vos données. Comme j'ai mis aucune projection, je suis un peu perdu moi dans mes données, je ne sais pas où est-ce que est le numéro de téléphone, le nom. Donc je vais prendre mon cursor et je vais lui dire, renvoie-moi l'indice de la colonne qui contient, là je vais demander le nom. Phone lookup.displayName, c'est quel est l'indice de la colonne qui contient le nom du contact. Donc là, il me renvoie un indice de colonne, et derrière, je vais prendre mon cursor et je vais faire getString en lui donnant l'indice de la colonne, et il me renverra un string. Si vous avez défini votre projection, ce n'est pas la peine, vous allez attaquer directement avec vos indices de colonne parce que ce sera dans le même ordre. Et voilà, et après vous faites pareil pour le numéro de téléphone. Et ce qui est super important ici, c'est de fermer votre curseur quand vous n'en avez plus besoin. Sinon, fuite mémoire. Parce que le content provider ne peut pas le faire pour vous et on va voir pourquoi. La deuxième chose, c'est l'exemple de mise à jour de données. Donc, pour mettre à jour des données, vous allez donc on utilise un content resolver, pareil, et vous allez utiliser l'objet content value. Content value, c'est encore une fois une HMAP typée.
Non, pas typée. Donc c'est une HMAP. Donc vous allez mettre une clé et la valeur. Et une fois que vous avez ça, vous allez faire content_resolver.insert, donc votre URI que vous avez défini plus haut là, et le content value. Et votre content value va être interprété par votre content provider et insérera votre nouvel enregistrement en base de données. Donc l'utilisation des content providers, c'est quand même assez simple. Maintenant, les content providers ont un cycle de vie, et donc il y a on va voir qu'il y a aussi des problèmes de fuite de mémoire. Donc, les deux ronds là, c'est des états psychiques, ça n'existe pas quoi dans le code. Donc vous commencez et vous arrivez sur la méthode onCreate du content provider. Et après, la méthode onCreate, vous allez pouvoir appeler les méthodes query, delete, insert, update. Okay, donc vous créez votre content provider, après vous appelez des méthodes. Et par contre, il n'y a pas de méthode onDestroy. Donc ça veut dire que le nettoyage, il faut que vous fassiez dans vos méthodes query, delete, insert, update. Enfin, le nettoyage. Au moins, fermez votre base de données. Bon, alors dans insert, delete et update, il n'y a pas de problème. Vous ouvrez votre base de données, vous faites vos insertions, vos destructions ou vos mises à jour, vous fermez votre base de données. Nickel. Par contre, sur le query, en fait, c'est quelqu'un qui vous demande des pointeurs vers des objets, quoi. Donc, vous remplissez votre curseur, vous ouvrez votre base de données, vous remplissez votre curseur, vous le renvoyez, et puis là, vous fermez votre base de données. Et ça, c'est pas possible parce que si vous fermez votre base de données à ce moment-là, vos curseurs sont vidés. Et donc, l'utilisateur verra arriver des curseurs vides. Donc, vous ne pouvez pas fermer vos bases de données en query. Ça veut dire que quand vous utilisez des curseurs, il faut toujours vraiment penser, comme sur le slide précédent, à les fermer quand vous n'en avez plus besoin. Donc vraiment, l'idée c'est je fais des curseurs, je reconstruis mon modèle objet, où je fais mon truc, et je ferme, dans la même méthode, quoi. Je ne m'amuse pas à avoir un ensemble de curseurs qui vivent ad vitam, quoi. Et il y a un type qui est assez intéressant, c'est que si vous êtes dans une activité, je pense un service aussi, vous récupérez un curseur, vous pouvez faire Start Managing Cursor en passant le curseur. Et ça, automatiquement, le cycle de vie de votre curseur sera lié au cycle de vie de votre activité. Donc ça, c'est quand même un truc sympa qui est mis en place de manière à ce que vous ne soyez pas obligé de gérer, vous, à la main, vos curseurs et de le lier à votre cycle de vie de l'activité si vous en avez besoin. Alors maintenant, on va voir comment mettre en place un content provider. Bon, pour définir un content provider, il faut étendre à la classe content provider. Ça paraît logique. Et ensuite, il faut s'occuper des éléments suivants. Comme avec les bases de données, je vous dirais il faut déclarer un ensemble de constantes, de manière à ce que les utilisateurs puissent utiliser votre content provider. C'est d'autant plus vrai que le content provider, son objectif, c'est d'être utilisé par d'autres que vous. Donc vraiment là, il va falloir que vous décriviez au moyen de constantes vraiment l'ensemble de toutes les données accessibles. À commencer par l'authority. L'authority, donc ça va être le package, votre nom de package plus votre classe. Mais ça, il faut que l'utilisateur, il n'ait pas à connaître le package dans lequel vous avez foutu votre classe. Donc vous allez mettre authority. Et après, pareil, pass to data. Vous pouvez avoir plusieurs data, mais c'est des constantes à mettre en place. Et après, encore dans la classe interne, la base colonne, qui implémente base colonne, vous allez mettre votre content URI. Ça va être l'URI qui va être appelé par vos utilisateurs. Vos utilisateurs, ils vont donner le nom de votre content provider, constante.content_URI pour connaître l'URI. C'est la norme, enfin, c'est comme ça qu'on fait, quoi. Du coup, vous avez toujours un content URI qui va définir quoi? C'est une URI.parse, content parce que c'est le suffixe Android, authority, content provider tuto.authority parce que c'est la chaîne statique là, que vous venez de définir, et la constante, et pass to data parce que c'est l'autre constante que vous venez de définir. Et après, derrière, vous allez définir le type meme collection, le type string, et le type meme item. Ça, pareil, c'est des... Donc ça, c'est fixe, vous n'avez pas le choix, là. Le VND Android cursor dire. Et par contre, VND point est là, ça, c'est vous avez le choix. Vous pouvez mettre ce que vous voulez. Et pareil pour l'autre, sauf que l'autre, il y a écrit item à la place de dire. Et le reste, tout doit être pareil. Donc ça, c'est la définition de vos types meme de votre content provider. C'est étonnant. Et derrière, vous allez quand même continuer à définir le nom de vos colonnes et l'indice de toutes vos colonnes. Je ne l'ai pas mis parce que ça passait pas.
Mais derrière, dans ma classe Content Tuto, là, j'ai exactement comme pour la base de données. Je redéfinis toutes les mêmes constantes, de manière à ce que l'utilisateur ne soit jamais bloqué dans l'utilisation de votre Content Provider. Une fois que vous avez fait ça, mon exemple, il lie mon Content Provider à ma base de données SQLite. Donc je déclare une base de données SQLite database, un DB OpenHelper que j'ai moi-même mis en place, vu que je lie à ma propre base de données. Et dans la méthode onCreate de mon Content Provider, en fait, je vais faire en sorte que le DB OpenHelper soit instancié. Je ne vais pas instancier ma base de données parce que je ne sais pas ce qui va advenir par la suite. Je ne vais pas ouvrir ma base de données. Par contre, je veux que mon DB OpenHelper il soit instancié. S'il n'est pas instancié, ça veut dire qu'il y a un gros échec quelque part, et donc je renvoie false. Ça veut dire que j'ai raté ma création. Si j'ai réussi à l'instancier, je vais renvoyer vrai, ça voudra dire que j'ai réussi ma création. Et après, vous pouvez rajouter les méthodes OpenDB, OpenReadDB et CloseDB qui vous seront utiles plus tard dans votre update, delete, insert et je sais pas quoi. Une fois que vous avez ça, vous allez attaquer à la gestion du type. La gestion du type, c'est en fait vous devez implémenter la méthode public string getType URI. Et ça doit être capable de renvoyer soit item, soit collection. Pour ça, du coup, vous allez définir un URI matcher et vous allez le remplir, votre URI matcher, avec votre authority pass to data, ça va sur collection. Et si votre authority plus pass to data possède encore quelque chose derrière, qui sera un item, ça veut dire que vous pointez vers un item. C'est la construction des URI. Suffixe, authority, pass to data, ça pointe sur une collection. Et suffixe, authority, pass to data, slash, un identifiant, ça pointe vers un item. Donc vous, dans votre URI matcher, vous mettez ça en place. Et derrière, dans votre getType, on va vous renvoyer une URI. Et avec un switch sur votre URI matcher, vous allez renvoyer soit le type collection, soit le type item, soit une illégale exception parce que vous n'aurez pas trouvé qu'est-ce que c'est. Et du coup, vous avez aussi tout en haut défini un type. Le collection et l'item, c'est les constantes qu'on avait définies au tout début, là, les mimes constantes. Les int, mon exemple est mal fait là, les int seront utilisés ailleurs dans le code. Une fois que vous en êtes là, vous n'avez plus qu'à redéfinir vos méthodes crudes pour que ça passe. Donc là, je vous ai mis l'exemple de la méthode query. Donc grosso modo, vous allez instancier un SQLite Query Builder. C'est un truc qui va vous aider à faire des queries sur votre base de données SQLite. Vous allez lui définir la table, donc dbopenhelper.constante.mytable. C'est pour ça que c'était pas mal d'avoir des constantes. Derrière, en fonction du type, si l'URI est de type collection ou item, si c'est de type item, vous allez bien spécifier dans votre clause where que vous allez pointer vers tel item. Et pour le reste, vous allez récupérer les paramètres qui vous ont été passés dans votre méthode query. Donc, si vous n'avez pas d'order by, vous en définissez un. Après, vous ouvrez votre base de données en mode read. Vous récupérez votre curseur en ayant fait ma base de données.query et en lui ayant passé les paramètres soit directement que vous avez reçus, soit que vous avez modifiés. Et derrière, parce qu'il est possible de notifier que quelqu'un a attaqué la base de données, vous notifiez les gens qui écoutent ceux qui requêtent votre base de données qu'une requête a été faite, et puis vous renvoyez votre curseur. Et surtout, sans fermer votre base de données. Sinon, ça flush. L'exemple de l'insert, là par contre, on ouvre directement la base de données. On fait l'insert, db.insert, dbopenhelper.constant.mytable, on pense les datas et l'initial value qui est là-haut. Et après, si le row ID que vous récupérez, il est positif, ça veut dire que tout s'est bien passé, donc vous allez pouvoir renvoyer ça à votre utilisateur en fermant la base de données avant. Et si ce n'est pas strictement positif, ça veut dire qu'il y a eu un problème, donc vous fermez votre base de données puis vous renvoyez une exception. Et enfin,
il faut déclarer votre content provider dans votre manifeste, sinon personne n'est au courant qu'il existe. Et donc vous allez pouvoir toujours crier dans le système que vous voulez manipuler tel type d'URI avec telle action. Personne ne sera au courant de l'existence de votre content provider et donc vous crierez dans le vent. Du coup, pour faire ça, dans votre balise application, il suffit que vous déclariez un provider avec un authority, c'est l'authority que vous avez défini, un nom, des permissions en lecture et en écriture, une permission globale si vous voulez. Bon, et process et syncable, allez lire les docs parce que c'est un peu long. Voilà, ça c'est pour la définition d'un content provider.